Dior a repris Dior J'adore. À la base, c'était Niort J'adore. Voilà, ils s'en sont inspirés. Et Niort, pour le coup, c'est typiquement la ville où on va pouvoir chercher de la renta, chercher de l'accessibilité en termes de prix. Avec 50 000 euros, on fait un super truc. Thierry, tu es notre invité d'honneur. En tant qu'invité d'honneur, tu vas commencer. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, notamment dans la situation européenne actuelle, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'on ne serait pas déjà dans un crack immobilier au final? Non. Voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que les cracks en immobilier, ils sont assez rares finalement. Hein. On en a eu les 2 grands épisodes de baisse des prix qu'on a connus, c'était en 92. Certains s'en rappellent, toi t'étais pas né, mais les autres s'en rappellent. C'est ça, hein, on a le même âge à peu près. Ah non, jamais. Ouais. C'est un Booba Caris qui va se passer pendant ce débat. Donc il y a eu 92 moins 10% et 2009 on était à moins 7 en fait. C'est jamais très violent dans les pays à taux fixe, dont la Suède ne fait pas partie d'ailleurs. On est à l'Institut suédois, la Suède c'est plutôt taux variable et on va peut-être en parler, mais les pays à taux variable réagissent beaucoup plus brutalement qu'à taux fixe. Il y a plein de mécanismes, alors je veux pas anticiper les prochaines questions, mais en l'occurrence, quand on est à taux fixe, on réfléchit à 2 fois avant de lâcher son bien immobilier et le prêt qui est associé à ce bien à 1% pour se relancer dans un projet à 4%. En fait, vraiment, ça crée un lag très fort entre le déclencheur macro et l'acte de vente, qu'on observe moins dans les pays à taux variable où une hausse des taux fait immédiatement exploser les mensualités et donc force les vendeurs. C'est pour ça qu'on a des cracks subprime aux États-Unis ou en Espagne à l'époque et qu'on en a beaucoup moins dans les pays à taux fixe. Donc ma réponse c'est non, on ne va pas y avoir de crack. Ok, et du coup ça me fait, pour avoir un petit peu plus de critères, peut-être plutôt côté Gustave, quels sont selon toi les indicateurs d'un crack? Ouais, juste pour revenir sur le constat du marché, la première question, on a quand même des signaux intéressants. On a une baisse des transactions, moins 40% de transactions. On a une baisse des crédits accordés, après moins 34% je crois sur le début de l'année. Donc on a quand même des signaux qui font peur. Et donc ça renvoie à ta seconde question. Quels sont ces critères qu'il faut regarder pour se dire est-ce qu'il va y avoir un crack? Thierry a raison, il n'y a pas de crack. Il y a moins 1%, c'est pas un crack. Un crack, c'est une chute brutale. Maintenant, quels sont les signaux qu'on doit aller regarder? C'est justement, est-ce que les prix avaient été gonflés ou surgonflés ces 10 dernières années? Là, on est à peu près à plus 66% à Paris, plus 54% à Bordeaux. On peut considérer que c'est assez important, surtout quand les revenus n'ont pas augmenté dans le même temps. Est-ce que les conditions de crédit sont meilleures ou moins bonnes? Je vous en ai dit un mot tout à l'heure, moins bonnes. Donc voilà, un certain nombre de paramètres qui, aujourd'hui, nous laissent penser qu'il pourrait y avoir une crise immobilière. Maintenant, on peut nuancer. On peut nuancer pour différentes raisons. Je pense que notamment la sous-offre structurelle du marché français est un point qui permet de nuancer, parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. Voilà. L'autre point, Thierry l'a dit, c'est taux fixe. Aujourd'hui, nos vendeurs ne sont pas pressurisés. C'est-à-dire que leur taux n'a pas changé. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise, il n'y a pas un chômage majeur, il n'y a pas un stress économique sur leurs revenus. Donc, ils ne sont pas dans une position où aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un crack tout de suite. Maintenant, l'immobilier, c'est vaste. Voilà. Il y a peut-être un crack invisible qu'on ne voit pas quand on raisonne en termes réels. Dès qu'il y a de l'inflation, il faut prendre le réflexe de raisonner en termes réels, c'est-à-dire comparer la hausse des prix généraux avec la variation des prix de l'immobilier. Et à ce titre, on peut beaucoup plus facilement parler de crack parce que les prix ils ont augmenté de 7% l'année dernière environ et pas loin du même niveau cette année, donc ça fait 15 en tout. Donc si on part d'une base 100 il y a 2 ans, là on est à 115. L'immobilier il a dû faire 0 puis moins 5. Mais finalement, il y a quand même 20 points d'écart sur 2 ans entre le pouvoir d'achat d'un euro et celui de l'immobilier. Donc on peut dire qu'en termes réels, il y a eu un crack invisible et c'est aussi ça qui compte. Et le raisonnement en termes réels, il intervient à tous les niveaux quand on parle d'immobilier. Quand on dit « mais j'emprunte à 4, c'est un peu lourd », oui, mais l'inflation, elle est à 7. Donc pour ceux qui ont fait un peu d'économie, on se rend compte que c'est pas forcément négatif. C'est un raisonnement effectivement qu'on entend peu, c'est assez intéressant. Si je peux me permettre de rentrer dans le Booba Caris, toi qui vends l'investissement locatif, est-ce que cet investissement locatif qui a explosé, historiquement l'investissement locatif c'était à peu près 15% des transactions en France, qui ont elles aussi explosé accessoirement quand on est passé de millions en 2021, est-ce qu'elles n'ont pas contribué à un mouvement spéculatif avec des gens qui vont surendetter et qui sont potentiellement en fait le maillon faible un peu de cet écosystème? Alors non, je sais pas, c'est pas un maillon fait parce que les gens qui
qui font plusieurs projets locatifs en même temps, en général, ils sont relativement solvables. C'était lié à une époque où le calcul différentiel était en vigueur. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu bancaire, jusqu'à très récemment, on pouvait calculer une capacité d'endettement par la méthode différentielle. Donc on va prendre en compte les revenus locatifs moins les dépenses liées à l'investissement locatif. Et si c'est au-dessus de 0, ça n'affectait pas la capacité d'emprunt, enfin le taux d'endettement. Et cette belle époque du calcul par méthode différentielle est révolue. Et elle permettait à des gens qui avaient des investissements locatifs autofinancés de pouvoir en faire plusieurs en parallèle. Aujourd'hui, c'est plus possible. Justement, il y a un sujet en ce moment sur le taux d'endettement qui pourrait peut-être être revu à la hausse. Est-ce que ça va être le cas selon vous? Est-ce que c'est une bonne stratégie d'après toi? Le HCSF a rendu ses conclusions aujourd'hui et pas de grande surprise. Donc c'est statu quo. À part à la marge, pour ceux qui ont suivi, il y a une enveloppe de 20% d'exemption et au sein de l'enveloppe de 20%, la part des investissements locatifs peut passer de 3 à 7, c'est l'épaisseur du trait. Donc non, on reste à 35%, ce qui est très sain, c'est très sain. On n'est pas un pays où les gens sont surendettés au niveau immobilier. On peut se demander si certains profils qui ont un gros reste à charge ne pourraient pas être exemptés, mais grosso modo, c'est assez sain. Okay. Et donc pas de crack selon toi, mais une chute brutale. Non, comment on pourrait... chute lente et pénible, comme un cours d'histoire géo. Mais comment on pourrait se protéger au maximum en tant qu'individu pour ça? Pour s'en protéger, en fait, ça a créé des réflexes d'attentisme qui ne sont pas forcément sains quand on parle d'immobilier. Enfin, quand on veut faire un projet immobilier à titre personnel, donc exploiter sa capacité d'emprunt sur de l'investissement locatif, le fait de se dire les prix vont baisser, ça reporte la décision à plus tard et ça crée des reports infinis. Moi, j'ai plein de cas de gens qui trouvent toujours une excuse pour reporter le projet d'investissement. Donc avant, c'était les prix qui étaient trop hauts parce que les taux étaient bas. Ensuite, ça a été le Covid. Ensuite, la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est les taux qui sont un peu trop élevés. Et finalement, les gens, du coup, ont reporté pendant 5 ans leur projet. 5 ans, c'est 60 mois de loyer non encaissé. On fait travailler l'argent des autres puisque c'est la banque qui finance le bien et c'est les locataires qui remboursent la banque à notre place. Et donc, à force de vouloir timer le marché en se disant « Ah, je le sens mieux au Q4 2025, je suis sûr que je vais pouvoir avoir un point d'entrée magnifique. » Mais entre-temps, on n'aura pas encaissé tous les loyers et si jamais les taux rebaissent d'ici là, on peut les renégocier à la baisse. Toi, l'idée, c'est de dire on y va. Alors, je ne suis pas du tout biaisé, déjà, il faut le rappeler. Donc oui, on y va. Et non, plus sérieusement, je comprends qu'on puisse anticiper une baisse des taux. Je veux juste dire, les reports incessants de décision, ça fait qu'à la fin, on n'exploite jamais sa capacité d'emprunt. Et c'est quand même... Il y a plein de placements super intéressants chez Colbert, mais je pense que la base de tout, c'est... En France, on a un système bancaire qui est incroyable, où on peut emprunter à des taux relativement faibles, avec des apports relativement faibles. Donc, premier réflexe, exploiter sa capacité d'emprunt, faire un invest locatif, on fait travailler l'argent des autres, et ensuite, avec le reste, on place chez Colbert. Après, il y a une critique que je veux bien admettre, c'est qu'il n'y a rien de plus énergivore qu'un investissement locatif. Et si on valorise son temps correctement, on peut très vite se rendre compte que l'équation temps versus TRI ne fonctionne pas. Parce qu'un investissement locatif, c'est dégâts des eaux, locataires qui ne payent pas, plafonnement des loyers, passoire thermique, arrêt d'insalubrité, immeubles qui brûlent. Là, je parle de toutes mes expériences en perso. Donc, on peut comprendre que ça peut être reporté pour une cause d'énergie, mais pas pour d'autres causes. Je trouve ça effectivement intéressant. Et en fait, pourquoi c'est toujours pertinent ? C'est que c'est le seul actif qui te donne accès au levier. Moi, demain, je vais voir ma banque, je dis bonjour, je voudrais 200 000 pour acheter du Total. Elle me dit merci monsieur, bonne soirée. Donc, en ça, Thierry a raison. Maintenant, je pense que pour répondre à la question du jour, y a-t-il un risque de crack ? Ce qu'il faut revenir à des fondamentaux off-demande en permanence. Et donc, en fait, là, sur le marché français, quand on a fait ce focus, là, on vient d'en parler, on se dit, OK, les ménages, aujourd'hui, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de stress sur leurs revenus, et il n'y a pas de stress aujourd'hui sur leur coût du crédit, sur leurs charges associées, parce qu'ils ont un taux fixe. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres marchés où c'est moins le cas ? Donc on a dit la Suède. Effectivement, la Suède, taux flottant, boum, moins 12% sur les prix de l'immobilier l'année dernière. Moins 12%, est-ce qu'on peut parler d'un crack ? Oui, Thierry. Pareil, même phénomène en Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas deux pays du tiers-monde. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un terrain qui est chrysogène,
mais le marché français, jusque-là, puisqu'il n'y a ni stress sur les charges, ni stress sur les produits, est un petit peu plus imperméable, a priori, à cette crise-là, en tout cas sur ce marché résidentiel. On parlait des SCPI rapidement. Là, il y a peut-être un petit peu plus de secousses. Est-ce qu'il y a un coût du financement qui a évolué? Oui. Est-ce que les produits sont chahutés? Est-ce qu'il y a toujours autant de gens qui veulent louer des bureaux? Non. Donc là, typiquement, on raisonne simplement et on voit quels sont les terrains qui sont les plus ou moins chrysogènes. Donc nous, on regarde ça très attentivement chez Colbert sur tous les marchés, y compris l'immobilier. Voilà. Et juste pour faire un focus sur le résidentiel, parce que ça peut aussi intéresser beaucoup d'entre nous, la baisse des prix, oui, mais est-ce qu'elle n'est pas très significative aujourd'hui? Qu'est-ce que toi déjà Thierry t'en penses, notamment peut-être sur le marché parisien dont on est tous acteurs? Donc il y a deux arguments qui parlent d'une non-baisse des prix. C'est un, que les gens qui sont bloqués à 1% n'ont pas envie de vendre, donc il y a une réaction en volume et pas en prix. C'est souvent le cas dans les marchés à taux fixe. Et là, ce qu'on observe, c'est un ajustement par les volumes plutôt que par les prix. Les gens se disent « je ne veux pas vendre à perte » ou « je ne veux pas me réengager à 4% alors que je suis bloqué à 1 ». Et deuxièmement, il y a effectivement un déséquilibre offre-demande, il y a une pénurie de logements. Ça maintient un floor artificiel sur les prix. Néanmoins, ce qu'on observe quand même chez les professionnels du secteur, c'est qu'il y a un lag évident entre le déclencheur macroéconomique, la prise de conscience, la prise de décision de vendre, la vente elle-même qui prend 6 mois. Et en fait, le lag est très gros. Et aujourd'hui, ce qu'on observe notamment chez Mastéo, c'est que les offres, les négos, elles deviennent beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'avant, on achetait au prix, parce que sinon quelqu'un l'a acheté avant nous. Aujourd'hui, c'est moins 10% de négo minimum. Si c'est une passoire thermique, ça va être moins 15%. Et d'ailleurs, ça tire beaucoup à la baisse les prix. Quelques solides. Alors, un peu moins sur les marchés tendus, mais quoique, qu'est-ce qu'on en pense, Gauthier, qui travaille avec moi Les baisses qu'on va le plus remarquer aujourd'hui, c'est surtout le marché parisien, ouais, où il y a beaucoup plus d'offres significativement, et majoritairement les métropoles aussi qui vont être touchées. Les plus petites villes sont un petit peu pour le moment épargnées. Ouais, c'est ça. Hein. Sur les grosses métropoles qui avaient beaucoup pris, on observe les plus grosses négos. Et en fait, elles vont se refléter dans les prix meilleurs agents dans 6 mois. J'ai pas de Gauthier, moi. T'as pas un Gauthier? Tu compares les salaires et tu... Non, ça m'intéresse. Hein. C'est assez hétérogène. Marseille, par exemple, ça tient bien sa valeur, et d'autres villes comme Montpellier aussi. Oui, Marseille tire bien son épargne du jeu et les villes moyennes, finalement, sont assez stables. C'est peut-être une alternative intéressante. Bah, là aussi, je trouve qu'on peut encore reprendre mon petit raisonnement off-demande. Et typiquement, le marché parisien, je vous l'ai dit, c'est celui qui a le plus cru ces 10 dernières années. Derrière suivent les grandes villes métropoles, les grandes métropoles françaises. Donc là, il y a eu une spéculation très importante. Et en parallèle, petit point intéressant, c'est là aussi où il y a plus de passoires thermiques. Donc ça, Thierry, tu auras peut-être des trucs à dire là-dessus, mais ça met quand même un petit peu plus de pression sur l'offre que si on regarde le marché dans son ensemble. C'est-à-dire, d'un côté, beaucoup de spéculation ces dernières années, aussi peut-être une envie d'ailleurs des habitants des grandes métropoles. En plus de ça, ils ont des actifs qui ont de moins en moins de valeur structurelle. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut regretter du cycle précédent. C'est-à-dire beaucoup de capitaux vers l'immobilier, très peu de capitaux pour créer de nouveaux logements, très peu de capitaux pour améliorer le logement existant. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais c'est quand même intéressant de faire ce constat. Et aujourd'hui, donc, l'offre à Paris, elle peut être plus pressurisée. Maintenant, quelle va être la mise en application des contraintes de la loi climat qui entre en vigueur cette année. Hein. Donc, si vous avez une passoire thermique F, mauvaise nouvelle, vous ne pouvez plus la louer, tout simplement. Et les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner comme ça sur les 10 prochaines années. Ça met quand même une petite pression sur l'offre. Donc là, typiquement, on prend ce schéma de décision. Je suis moins à l'aise à Paris qu'à Limoges, en fait, en termes de variation du prix à court terme. Et justement, au sujet de la loi climat, est-ce qu'elle va impacter d'autres éléments, selon vous? Oui, c'est un des grands drivers du marché en ce moment, cette loi sur les passoires thermiques. Les gens en prennent conscience, je ne sais pas si dans le public vous êtes au courant, donc en 2025, les G sont interdits de location. Qui a connaissance de cette loi climat et de ses spécificités? Ok, cool. On a un public d'initiés, c'est bien Victoria, on a bien ciblé. Qui a une passoire thermique en location? Ouh. Ouais, je pense qu'il y en a plus. Donc quand vous vivez dedans, ça va, mais si vous voulez la louer, ça va être très vite compliqué. Et d'ailleurs, c'est compliqué encore plus pour les gens qui sont en copropriété, parce qu'en copropriété, on ne peut pas mettre de pompe à chaleur avec bloc externe sur des façades haussmanniennes, on ne peut pas non plus faire d'isolation par l'extérieur, ce qui sont les deux gestes qui offrent le plus de gains énergétiques au DPE. Ces deux gestes
pompe à chaleur et ITE qui permettent de gagner 3-4 lettres d'un coup, mais on en est privé quand on est dans un appartement en copro. Et donc on ne sait pas trop quelles sont nos alternatives. Alors en l'occurrence, il y en a. Il faut savoir que la loi climat et résilience dont tu parles, elle fait une exception quand justement on n'arrive pas à mettre de pompe à chaleur ou d'ITE à cause de l'urbanisme ou de la copro. Ça, il y a assez peu de gens qui le savent, donc ceux qui sont en copro avec un F ou un G, pas de panique. On est auprès de son syndic pour le savoir, ça? Non, bah voilà, je vous donne la clé. Donc c'est article 160 de la loi climat et résilience. Et si vous lisez cet article 160, c'est écrit si la copro vous dit pas de pompe à chaleur, ça fait du bruit pour les voisins, ou si la mairie vous dit vous touchez pas à la façade, eh ben vous êtes exempté de cette loi pour peu que vous ayez fait les autres prestations type VMC, radiateur, etc., qui sont des petits budgets. Donc pas de panique. Néanmoins, le marché n'est pas au courant de ces exceptions et panique pas mal. Et on voit des négos à 15% sur des biens à Paris qui sont en G ou en F. Donc c'est à la fois une opportunité et c'est chrysogène, comme tu dis. Et ça, c'est contrat énergétique, c'est à partir de quoi, de 2024, c'était ça? Donc, 1er janvier? Donc il faut être assez bon en alphabet. C'est 2025 pour les G, 2028 pour les F et 2034 pour les E. Ok. Donc on a le temps. On va en mettre tout ça par mail. Alors. Et les mauvais G sont interdits dès maintenant, les G+. Voilà. Ok, d'accord. Juste au niveau encore de l'immobilier résidentiel, on a Bruno Le Maire qui s'attaquait de fond et tout le gouvernement dessus. Quel est toi ton point de vue là-dessus? Mon point de vue sur l'immo résidentiel en général? Oui. Sur la vie. Sur la vie. C'est assez large. L'immo résidentiel, bah déjà, c'est pas un actif financier, hein, c'est aussi un toit. Donc à ce titre, les réactions ne sont pas forcément financières. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on n'observe pas des cracks immédiats, parce que les gens vivent dedans et donc il y a des comportements qui ne sont pas purement économiques. Encore une fois, je pense qu'il va y avoir une baisse des prix, on l'observe, il y a un lag, elle se reflètera dans 6 mois. Ce n'est pas une excuse pour reporter indéfiniment une décision d'investissement, parce qu'en fait, on trouvera toujours des excuses. Pareil en bourse. Hein. En ce moment, je trouve les actions très chères. Je les trouvais très chères il y a 2 ans. Quand elles vont baisser, je vais paniquer. Et en fait, je ne vais jamais investir en bourse. Pourtant, c'est ce qui rapporte le plus sur le long terme. Bah, c'est pareil en immobilier, il y a un moment, il faut se lancer. Aujourd'hui, les taux sont à 4, l'inflation est à 6. Donc, en fait, on est finalement assez avantagé. Et comme ta question était assez large, je vais essayer de trouver un angle. C'est un beau marché. Oui, il y a quand même une alternative à Paris. Et là, on l'observe clairement dans les flux Mastéos, c'est les villes moyennes qui offrent une alternative rentable, accessible et pas forcément plus risquée à des invests un peu prime type Bordeaux, Paris, presqu'île de Lyon. Je pense notamment, et je vais vous faire un peu peur, mais si on regarde Niort, Angoulême, Thionville, Carcassonne, On voyage là. Merci. on voyage un peu. Dubaï, non, on reste sur Perpignan. Ces villes-là, en fait, Angoulême, Niort, etc., c'est des villes où il y a une très forte tension locative, où les prix sont à moins de 2000 € du mètre carré, les rentas sont à plus de 7%. Niort, c'est la capitale des banques et des assurances. Dior a repris Dior J'adore, à la base c'était Niort J'adore. Voilà, ils se sont inspirés. Et Niort, pour le coup, c'est typiquement la ville où on va pouvoir chercher de la renta, chercher de l'accessibilité en termes de prix avec 50 000 €, enfin super truc. Et c'est en ce moment, comme plus personne peut emprunter, c'est une bonne alternative sur le résidentiel. Il n'y a pas que Paris. Ouais, j'aurais bien aimé être en désaccord avec toi, mais je suis plutôt tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez pour le coup le tunnel de Frigit qui fait le rapport entre le prix de l'immobilier et les revenus des ménages. Merci Christophe d'ailleurs de m'avoir envoyé tous ces graphiques. Ces courbes-là mettent bien en évidence en fait ces changements de variation. C'est-à-dire qu'à Paris, vous avez un niveau en fait des prix qui est devenu complètement décorrélé des revenus des gens. En fait, c'est le capital et le crédit qui financent nos biens, alors que dans les villes moyennes, comme celle que vient de citer Thierry. Dis le nom. Niort. Ok. Voilà. C'est dur. On n'a pas réussi à en répéter, mais voilà. Et donc, dans les villes moyennes, là, pour le coup, on est sur des ratios qui sont beaucoup moins importants, avec du coup des variations, une volatilité qui est plus faible, mais un rendement structurel qui est élevé. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes dans un cycle comme celui de 2010-2020, vous êtes à Niort, vous prenez votre 6% de rendement, mais votre capital, il n'évolue pas. Ok, certes. Mais là, typiquement, dans un contexte comme celui-ci, votre capital, au même titre qu'il n'a pas évolué les dernières années, il ne va encore pas évoluer, donc cette fois-ci pas à la baisse, il va stabiliser. Et vous allez avoir des niveaux de rendement dans ces villes-là qui sont autour de 6, 7, 8% parfois. Donc des rendements qui, pour le coup, eux, dépassent l'inflation. Donc là, vous pouvez vous endetter encore, vous pouvez dépasser l'inflation et vous avez un risque en capital qui est protégé.
Maintenant, soyez attentifs quand même au passeport énergétique. Est-ce que vous achetez ? Toujours sur l'immobilier résidentiel, on a évoqué récemment le plafonnement des frais d'agence. Qu'en est-il ? Est-ce que selon toi ça va passer, Thierry ? Est-ce que c'est passé ? Est-ce qu'il faut le faire ? Oui, alors moi je raisonne en client. J'aime pas payer des intermédiaires. C'est pour ça que j'aime bien Colbert. Hein. Et moi-même, je facture des frais d'agence chez Mastéos, mais point de vue client, c'est très bien. Hein, Puis de même que je suis locataire, j'aime bien l'idée de plafonnement des loyers. En tant que client, je l'aime un peu moins en tant que provider d'investissement locatif. Ça dépend d'où on se place, mais en l'occurrence, oui, je pense que ça passera et c'est pas plus mal hein, de payer 4%. En Europe, c'est 4% la moyenne. Mais à l'inverse, si on a un bien ou deux biens, tu vas plutôt préconiser d'y aller en direct ou non ? Encore une fois, c'est un arbitrage temps versus rendement et c'est très chronophage l'immobilier. Et quand on se lance en direct, soit on est à côté, soit l'appart est en face de chez nous et c'est ok, soit il est à Marseille et c'est 3h30 aller, la clim elle saute, le bien il est vendu avant qu'on ait eu le temps d'arriver, donc on fait le tour des agences Stéphane Plaza du Vieux-Port, on est mal reçu. Et puis finalement on repart bredouille avec un ticket à 250 € retour et puis si jamais on a trouvé le bien il faut faire des allers-retours pour le chantier et comme a priori on bosse sinon on ne pourrait pas emprunter, en l'occurrence ça marche pas en termes de temps consacré au projet, donc finalement passer par un intermédiaire pourquoi pas, ça vient renier un peu la renta, c'est un monde assez opaque donc on peut manquer de confiance hein. Voilà, quel que soit le montant en fait, même si c'est pour un petit invest à Niort 50 000. Surtout pour un petit invest à Niort à 50 000, l'aller-retour Paris-Niort, je crois que c'est 2 heures. Et les petites villes moyennes, il ne faut pas se rater parce que pour le coup, qui dit rendement élevé dit risque élevé. Il y a quelques anomalies de marché. Typiquement, Saint-Étienne, c'est un peu l'archétype épouvantail de la ville très rentable sur le. Ouais, ah, pardon, c'est vrai ? Mais c'est une très belle ville pour le coup. Non mais honnêtement. J'y suis allé, j'étais étonné parce que je voyais le prix à 1000, je pensais, les prix étaient à 1000 € du mètre carré quand j'y suis allé, je me suis dit ça va être... Ils ont baissé, je crois. Je pensais qu'il y avait des huttes à ce prix-là. Et en fait, non, c'est des immeubles haussmanniens, comme à Paris, c'est absolument somptueux. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi cette ville a... C'est à 2h30 Paris en TGV. C'est ça. Et donc, Saint-Étienne, très rentable sur le papier, problème, vacances locatives, chômage, etc. Et en fait, dans les villes moyennes, il y a certaines anomalie statistique où on a un rendement très élevé qui ne va pas de pair avec un risque très élevé. Et ça, il suffit d'aller sur des outils gratuits en ligne. Vous avez le tensiomètre locatif, un très bon outil d'une boîte qui s'appelle Log Service. Donc vous tapez le nom de la ville et ça vous donne la tension, la demande locative dans la ville. Vous pouvez aussi mettre des vraies fausses annonces sur le Bon Coin pour voir si ça mord. Vous testez le marché. Et il y a des villes où les rendements sont très élevés, les prix sont très bas, mais ce n'est pas justifié par le risque. Et ça, c'est en finance, on en voit rarement sur une salle de marché, des anomalies comme ça. En immobilier, comme c'est moins bien arbitré, il y a certaines villes qui offrent un risk-adjusted return intéressant. Donc on parle beaucoup là de la France, de Niort, de Saint-Étienne, merci. Revenons peut-être un peu à l'échelle européenne, plutôt pour toi Gustave. Est-ce que tu peux nous dire de manière plus précise les écarts qu'on peut voir entre chaque pays, notamment sur cette situation immobilière ? Vous l'avez un peu évoqué au début, hein, mais si tu pouvais faire un petit focus là-dessus. Effectivement, je l'ai un petit peu évoqué. En gros, il y a deux mondes. Il y a le monde des taux variables, le monde des taux fixes, le monde des propriétaires et le monde des locataires. Ce pas forcément les mêmes catégories. Donc, typiquement, on a parlé rapidement du monde des taux variables. Donc, il y a la Suède, il y a tous les pays d'Europe du Sud aussi qui sont quand même des habitués des crises immobilières. Maintenant, ce qu'on regarde aussi, c'est le monde des locataires et des propriétaires. Nos petits voisins allemands, qui ne sont pas si petits d'ailleurs, eux ont un niveau de locataire beaucoup plus important que le marché français. Et ce qui fait qu'ils ont des propriétaires immobiliers qui sont des grands institutionnels qui, eux, vont avoir des contraintes et des tensions sur les prix qui vont être beaucoup plus importantes que nous. On parlait, encore une fois, de pression sur l'offre. Eux, chez eux, la pression sur l'offre, c'est pas que sur le ménage, c'est aussi sur ces grands institutionnels. Et en l'occurrence, eux, ils sont à taux variable, eux, ils ont des niveaux de levier importants, eux, ils ont leur valorisation qui sont chahutées par les analystes financiers, et eux, ils vont peut-être être contraints de vendre. Donc, moins 12% en Suède, moins 5% en Allemagne, moins 6,5% au Danemark. Voilà, on n'est pas partout en France. Pour l'instant, les pays d'Europe du Sud, France comprise, qui sont des pays propriétaires, on est plutôt défensifs, et nous encore plus grâce à nos taux fixes. Mais il y a une vraie dualité qui est en train de se produire dans le marché
entre ces taux variables propriétaires locataires. Voilà. Je pense que c'est un peu ça la grille de lecture à avoir. Ok, très bien. Juste avant de donner la parole plutôt au public, si vous aviez un petit conseil, Thierry et Gustave, chacun, à donner au public justement dans l'investissement immobilier, de manière succincte, ce serait lequel, Thierry? Sortir des sentiers battus d'un point de vue géographique, donc pas regarder que Paris-Bordeaux. Que du résidentiel, du coup? Le problème du bureau, c'est qu'il y a beaucoup de vacances. La logistique, c'est pas très accessible aux particuliers que nous sommes. Le retail, tout ce qui est commerce et boutique, c'est un marché qui est très opaque, qui est peu accessible aussi. Donc finalement, on n'a pas énormément d'opportunités. Il y a un truc qui marche bien en termes de TRI, c'est le marchand de biens. Le problème, c'est que c'est un métier à plein temps. Donc en revenu passif, le résidentiel, ça reste la meilleure option. Et le TRI est excellent parce qu'on a un effet de levier qui est de 10 pour 1. C'est-à-dire qu'un invest, je donne un cas vraiment archétypal, mais un invest à 100 000 euros, je mets 10 000. Première année, je produis 10 000 euros de revenus locatifs, j'ai fait 100% de TRI. Enfin, de return on equity, pardon. Alors il y a plein de frais à enlever, mais on s'est compris. Le return on equity avec l'effet de levier, même sur un actif qui rapporte peu visuellement, en fait, ça rapporte énormément par rapport aux capitaux qu'on déploie. Et le conseil, voilà, bien choisir son emplacement. Ok, et toi Gustave, merci. Ouais, moi mon premier conseil, c'est de retenir ce que j'ai dit sur l'analyse toute simple, demande pression sur l'offre, sur pression sur l'offre. Je pense que ça c'est vraiment un bon conseil à garder en tête, et un conseil peut-être un peu plus applicable. Les villes régionales, Thierry en a parlé, malheureusement on ne s'est pas trop affronté là-dessus. J'aurais aimé que tu sois plus en désaccord, mais je pense qu'effectivement ces villes régionales, elles ont besoin de capitaux déjà, elles ont besoin de nos investissements, et elles produisent aujourd'hui un hedge contre, désolé pour l'anglicisme, enfin une protection vis-à-vis des variations du capital qui sont quand même très très intéressantes quand on compare aux grandes villes qui ont explosé ces dernières années. Là, il y a encore 5 ans, je veux dire, tout le monde se sentait un génie d'avoir acheté à Paris ou à Bordeaux juste en étant assis et en espérant que les taux zéro restent. Je pense que ce genre d'opération de génie commence à avoir ses limites, l'argent commence à coûter à nouveau, et donc il va falloir avoir un peu de discernement quand on prend une décision. Et ça va être intéressant parce que l'argent, ça rémunère un risque, et il va falloir être capable d'analyser ce risque. Et pour ça, regardez bien cette dichotomie offre-demande, toute simple. Je vais en profiter pour passer sur un petit Q&A pour vous. Est-ce que vous aurez des questions à poser à Thierry et Gustave? Profitez-en, il nous reste 5 minutes. On peut prendre 5-6 questions dans le public. Sur l'augmentation des charges de copro, est-ce que ça ne va pas être un déclencheur de la baisse à certains endroits? Ouais. Il y a une augmentation de la taxe foncière et des charges de copro. Je pense qu'on en a tous fait les frais ici, qui est lié notamment au sujet de réno énergétique. Alors, en tant que déclencheur d'une baisse des prix supplémentaires, moi, mon opinion, c'est que c'est trop anecdotique à ce stade. Mais en tout cas, c'est réel. C'est une pression en plus sur l'offre. Et Ludovic... J'avais une question qui rebondissait un peu sur le choix de l'emplacement sur l'immobilier. On a parlé des grandes villes, on a parlé des villes moyennes. Moi j'ai en tête Chartres, Dreux, Beux, on visait aussi autour de l'Île-de-France. Mais bon, je connais Mastéos, je sais aussi que vous proposez des investissements à l'étranger. Et du coup, face à des baisses dont vous avez parlé dans le nord de l'Europe, je me demandais s'il n'y avait pas aussi des opportunités à l'étranger. Nous, on est en Espagne et effectivement, le marché espagnol est très robuste. On a énormément de traction et d'investissements qui s'aiguillent vers les rendements espagnols qui sont un peu plus sympas, à Valencia notamment, qui est une ville qui explose. On a Alicante qui marche très bien, Malaga. Et le problème, et tu es courtier Ludovic, c'est le sujet du financement transfrontalier qui est assez technique, où il faut soit hypothéquer un bien en France pour financer son investissement en Espagne, soit aller voir une banque espagnole qui court quand même un risque que l'emprunteur s'échappe, donc va demander 50% d'apport en plus de l'hypothèque. Donc c'est du levier un peu moins sympathique, mais c'est un très beau marché l'Espagne qui résiste beaucoup et qui est plus rentable. C'est bien que tu parles de l'Espagne, parce qu'il y a aussi le Portugal, il y a des banques en France
qui sont sur le marché français et portugais et espagnol. Du coup, il y a des possibilités en taux fixe avec un emprunt des garanties françaises souvent. Des fois, la garantie peut être directement à côté. Mais Ouais. du coup, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, en fait, on parle d'un durcissement de la fiscalité Airbnb, LMNP. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci pour cette question, parfaite. Typiquement, on parle de spéculation. Le Airbnb, ça vous permettait de prendre un bien qui vaut peut-être 4-5% de rendement et d'en faire un bien qui vaut 15% de rendement. Avec un marché qui est complètement différent. Donc, typiquement, ça peut vous faire survaloriser un bien, faire une suroffre par rapport au marché résidentiel traditionnel. Et donc, ça va créer une forme de spéculation que ça a créé d'ailleurs. Donc, effectivement, si la régulation sur le Airbnb devenait punitive, je ne pense pas que ce sera un gros atout pour la France, notamment on est proche de 2024. On n'est pas là pour faire de la politique. En revanche, si la mesure venait à être mise en application, ça serait clairement une mauvaise nouvelle pour l'offre. Oui, Désolé, je suis entêté. Malheureusement, c'est à prévoir. Il y a une grande volatilité réglementaire et fiscale sur la location courte durée. Ça ne rentre pas dans les projets du ministère du Logement de favoriser le Airbnb. Ça n'apporte pas grand-chose à l'échelle sociétale. Donc, les avantages vont finir par disparaître, je pense, malheureusement. Le seul cadre où on peut avoir un peu de stabilité fiscale et juridique, c'est celui de la SCI, je trouve. SCI LIS, on est relativement au calme. Il n'y a pas de variation du modèle SCI ou de l'IS, ou alors à la baisse. Mais sur tout le reste, le LMNP va être remplacé par ce qui va s'appeler un statut bailleur privé, qui va fusionner plusieurs régimes ensemble, et on espère que ça maintienne la notion d'amortissement, qui est une grande arme de défiscalisation. Tant que l'amortissement est maintenu, le statut bailleur privé pourra répliquer les effets bénéfiques du LMNP. Mais c'est vrai qu'il y a une volatilité à prévoir là-dessus, et on ne sait pas si elle sera rétroactive. En tout cas, elle est débattue chaque année à l'Assemblée depuis au moins 5 ans. Et je pense que ça ne va pas tarder à être accouché. Vous mentionnez tout à l'heure le fait que justement le calcul différentiel avait permis des opérations d'accroissement patrimonial qui sont plus forcément possibles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des établissements financiers qui le font? Et sinon, comment est-ce que ce genre de stratégie aujourd'hui peut potentiellement se répliquer ou pas? Vas-y. Ludovic, tu confirmeras, c'est mon contact courtier dans l'Assemblée, tu confirmeras qu'il n'y a plus trop de différentiel, sauf chez Cafcal, je crois, peut-être? Oui, en fait, pour répondre à ta question, la plupart C'est moche d'utiliser le public. Elles sont vraiment contraintes, toutes celles auxquelles tu auras accès, c'est vraiment l'exceptionnel si tu arrives à l'obtenir. Et il y a certaines banques qui sont un petit peu hors marché, qui travaillent qu'avec des courtiers. Cafcal, ouais. Crédit foncier communal d'Alsace Lorraine, qui arrivent à détourner les réglementations du HCSF, dont on a parlé, les fameux 35%, etc., en détournant sur la base de jurisprudence des prêts qui sont classés normalement en perso pour des particuliers, en prêt pro, sur lesquels il y a moins de contraintes. Donc, via une SCI, on arrive à obtenir avec ce genre de banque du différentiel, mais c'est vraiment particulier. Ouais, donc c'est une banque très spéciale. Voilà, c'est assez spécial, il y a des conditions bizarres. Qui dépend d'Arkea, Crédit Mutuel, il s'appelle Cafcal, CFCAL. Par ailleurs, avant, on pouvait faire plusieurs projets en parallèle sur la base de l'autofinancement qui, dans la méthode différentielle, n'alourdissait pas le taux d'endettement. Aujourd'hui, on ne peut plus avec les méthodes classiques. Ce qu'on peut faire maintenant, mais c'est moins efficace, c'est de commencer par un projet, l'amortir un peu, générer un peu de plus-value, le revendre, récupérer la plus-value et ce qu'on a amorti, le releverager sur un autre projet un peu plus gros et faire un effet boule de neige. Mais au lieu d'être dans des projets parallèles, on va être sur des projets successifs, donc ça prend plus de temps. Ou alors partir en marchand de biens, mais marchand de biens, c'est un vrai métier à part entière. Il y avait une dernière où on a atteint. Ouais. Oui, merci. Là, j'avais 2 questions. Ah, moche. Moche. Savoir à quel point les suggestions sur les DPE de travaux à faire pour gagner en lettres, c'est fiable ou pas. À savoir, est-ce que c'est automatique à partir du moment où on fait les travaux. Et deuxième question, vous avez dit que d'un point de vue de l'inflation, la hausse des taux, c'est pas si mal parce qu'on est assis sur l'inflation de 7 ans taux. Mais avec le plafonnement des loyers, est-ce que c'est pas un mauvais calcul? Paris, du coup. Donc pour les DPE, effectivement, sur les nouveaux DPE, il y a des préconisations de travaux. Elles sont non engageantes. En revanche, les diagnostiqueurs ont le droit de faire ce qu'on appelle un DPE projeté. Et là, ils peuvent s'engager sur une lettre en sortie
sur la base de travaux qui sont listés. Mais c'est un DPE particulier qu'on appelle DPE projeté. Ou alors, tu peux demander un audit énergétique, c'est un DPE un peu plus musclé, obligatoire pour les maisons individuelles, pas pour les apparts. Et sur l'audit énergétique, tu as des préconisations de travaux qui sont beaucoup plus engageantes. Et si tu les suis, tu peux gagner les lettres qui sont indiquées. Et sur ta deuxième question, oui. Donc ce que je dis, c'est que l'investissement locatif, c'est un super rempart contre l'inflation parce que mon actif, mon loyer, il est indexé à la hausse sur l'inflation. Il a tendance à s'apprécier avec l'inflation. Et mon passif, la dette, elle se fait rogner en termes réels à mesure qu'il y a de l'inflation. Plus il y a d'inflation, moins ce que je dois au banquier a de valeur en termes réels. Donc, en fait, l'inflation, elle joue bénéfiquement dans deux sens. Elle augmente mon cash flow en tirant la valeur nominale de mon cash flow, elle fait baisser la valeur réelle de ma dette. Mais comme les loyers sont plafonnés, ce fonctionnement ne marche plus. Donc je te réponds deux choses à ça. La première, c'est que ce plafonnement lui-même, il est lui-même plafonné à 3,5, mais 3,5 c'est pas rien. C'est déjà ça. Donc ça veut dire que ton loyer, il s'apprécie de 3,5 par an. Il y a peu de classes d'actifs qui offrent 3,5 par an d'appréciation en protection contre l'inflation. Et deuxièmement, il faut quand même avoir une vision un peu macro long terme. Oui, temporairement, il va y avoir des interdictions, des plafonnements, etc. Mais en fait, dans l'ordre historique des choses, les loyers suivent l'inflation sur le long terme. Point. Et en fait, tu peux avoir un gouvernement qui va introduire un plafonnement à un moment. Il y a eu plein de contraintes réglementaires qui se sont succédées, qui ont été enlevées, qui sont remises. In the long run, les loyers suivent l'inflation, malgré les petites mesurettes de temps en temps. Juste sur ça, déjà, le plafonnement, on parlait des grandes villes, des villes moyennes. Le plafonnement, ça concerne essentiellement les très grandes villes. Je crois que c'est 8 villes aujourd'hui en France qui sont concernées par le plafonnement. Donc ça reste assez limité. Notamment sur les villes régionales où tu as les rendements auxquels tu fais référence, en fait, ce plafonnement ne s'applique pas. Donc si tu suis ce raisonnement-là, tu n'es pas concerné en fait sur cette stratégie. On va devoir s'arrêter là pour ce débat. Merci pour toutes vos questions en tout cas. Merci Thierry. Merci.